Dominique pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir eu l'occasion de lire, apprécier et vraiment évaluer le travail de thèse de monsieur Denis Orlando Fiennes-Fagla. Et laissez-moi dire que ce plaisir est autant plus grand qu'en commençant à consulter votre document, je me suis vite rendu compte que quelques aspects vraiment rejoignent certaines de nos préoccupations académiques et scientifiques, notamment parler de la morphologie urbaine, la composition urbaine, enfin on va dire le projet urbain d'une manière générale. J'ai donc vraiment pris plaisir, avec grand intérêt, que j'ai consulté votre document de thèse, autant plus que c'est vraiment un travail très très consistant, très porteur de savoir. Donc merci pour l'opportunité. Avant toute chose, je vous félicite pour l'ampleur de votre travail, pour la qualité de la présentation dont vous l'avez offerte aujourd'hui. Donc la problématique abordée dans ce travail de thèse, elle est très ambitieuse, elle est structurée, laissez-moi dire inscrite dans son temps, elle répond à un enjeu de notre époque. Comprendre comment les milieux urbains, confrontés à des pressions multiples et simultanées, parviennent à s'adapter. Et l'étude de cas de Gambier, c'est un choix excellent, un choix réussi, j'avais envie de dire, cité vernaculaire, socio-écologique singulière, et pertinent puisqu'elle s'inscrit vraiment dans toutes ces dynamiques, donc ça vous a permis vraiment de documenter de près, de manière palpable, j'ai envie de dire, tous ces changements-là. Pour répondre à votre problématique, bien laissez-moi d'abord dire, ce qui fait l'originalité de votre thèse, c'est exactement ça, c'est comment vous avez croisé entre deux cadres généralement employés de manière séparée. On trouve d'une part, c'est l'approche sociale abstraite qui s'intéresse aux vulnérabilités et capacités d'adaptation des individus et des communautés. Et d'autre part, on a une approche concrète, une approche un peu plus spatiale qui analyse donc les transformations urbaines. Et le croisement réalisé dans ce travail de thèse, il permet ici d'ouvrir une voie, on va dire, nouvelle. Ça permet vraiment d'interroger des mécanismes d'adaptation dans une perspective transversale, dans une perspective intégrée, au-delà donc des approches partielles ou linéaires dont on a l'habitude de voir dans la littérature. Et pour répondre justement à cette problématique, j'ai envie de dire complexe, donc vous avez mobilisé une approche méthodologique systémique, une approche méthodologique en s'appuyant à la fois sur des théories qui nous viennent de la morphologie urbaine, et puis on a des théories qui nous viennent de la résilience, ce qui vous a permis de proposer un cadre conceptuel multidimensionnel. On sent qu'il y a beaucoup de lectures, beaucoup de travail de fond, donc je vous félicite d'ailleurs pour ça, pour les efforts fournis, et ça ressort dans la maîtrise des concepts, ou encore dans la clarté des synthèses que vous avez présentées dans votre document. On retrouve par ailleurs une bibliographie très actualisée, une bibliographie pertinente, à la fois internationale et nationale. Ça permet donc de croiser des perspectives théoriques très diversifiées. Et puis justement, cet aspect d'avoir une biographie locale, une biographie nationale, ça a permis un peu d'apporter la contextualisation et la spécificité à votre travail. Et encore une fois, ça soutient de manière très très robuste votre cadre conceptuel, et puis ça confère à votre analyse, j'ai envie de dire, une assise d'interprétation et d'analyse très très solide. De façon opérationnelle, vous nous proposez, on va dire, deux grilles de lecture. Il y a une grille de lecture pour axer sur la morphologie urbaine, pour analyser le cadre physico-spatial. Puis nous avons une deuxième grille pour étudier les vulnérabilités socio-économiques. Et cette double entrée, elle permet ici donc d'établir des liens entre transformation physique et stratégie d'adaptation sociale. Donc dans votre travail d'analyse, ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour évaluer les différents indicateurs retenus, vous êtes basé sur des supports, ou bien vous êtes allé vers une méthodologie mixte. Vous êtes basé sur des supports à la fois quantitatifs et qualitatifs. Il y a de l'observation in situ, il y a des entretiens, il y a de la statistique, parfois de l'approche historique, de la cartographie. Donc vraiment, on a une richesse de données extraordinaire, ce qui permet de croiser entre ces différentes données, de comparer, et donc autant plus ça augmente la fiabilité et la pertinence donc, des résultats proposés. Merci encore une fois pour ce travail. Et ce choix méthodologique judicieux fait que votre thèse, elle présente vraiment des résultats solides qui confirment la pertinence de votre démarche. Ça met en évidence de manière très très claire, très très bien documentée, la manière dont les communautés de Gambier s'adaptent à des pressions multiples.
en combinant des réponses à la fois cognitives, sociales et morphologiques. L'un des apports notables de votre travail, c'est la définition heuristique de l'adaptation urbaine que vous proposez aujourd'hui, qui articule entre le temps, l'espace physico-spatial et l'espace cognito-spatial. Et ça constitue, là, vous nous offrez, on va dire, un outil qui est puissant pour analyser les phénomènes complexes de l'adaptation urbaine. Vous le dites, c'est un premier jet, ça reste à enrichir, mais c'est quand même un cadre qui est très, très intéressant, donc ça vient enrichir la compréhension des cycles adaptatifs. Donc, ces résultats ont également, laissez-moi dire, des implications pratiques. Ça montre que les modes traditionnels, dits auto-construits, de production de l'espace et portés par des savoirs communautaires peuvent constituer aujourd'hui, ne sont pas à négliger, mais ils peuvent constituer justement des réponses précieuses pour faire face à des défis contemporains, tels que la montée des eaux ou bien encore l'épuisement des ressources. Et justement, c'est sur ces perspectives-là que je souhaite bien rebondir, et comme vous l'avez dit, il ne s'agit nullement, on va dire, de faiblesse, mais bien au contraire, c'est des points qui vont nous permettre, on va dire, d'entamer le débat. Donc, oui, l'originalité de votre problématique, je trouve qu'elle est renforcée d'autant plus par la singularité de votre cas d'étude. Vous le dites, Canvier, c'est un caractère autoconstruit, et que vous abordez dans votre analyse un peu plus comme, voilà, on va dire, une forme de production urbaine, plus qu'une informalité urbaine avec tout ce que ça peut avoir avec connotation, on va dire, négative. Et là, cela pose une question fondamentale, du moins ça pousse à me poser une question. Je me dis, est-ce qu'il faut-il chercher à intégrer cet espace dans le cadre de planification urbaine formelle à un moment donné? Donc, pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je me permets de poser cette question? C'est parce que dans de nombreux contextes, les tissus autoconstruits ou qualifiés d'informels sont souvent perçus par les institutions, on va dire, comme des espaces à risque, d'accord? Et d'ailleurs, vous l'abordez dans votre thèse, ça peut être des espaces à risque par rapport aux vulnérabilités foncières, absence juridique, de sécurité juridique, la fragilité des réseaux, l'exposition accrue aux vulnérabilités. Encore une fois, c'est bien documenté dans votre thèse. Et de ce point de vue, on va dire qu'il existe un certain débat, ou bien on va dire une pression institutionnelle à formaliser ces tissus informels, puisque théoriquement, on va dire, ça va permettre d'avoir, on va dire, de sécuriser le foncier, d'organiser les infrastructures et donc systématiquement d'améliorer la qualité de vie. Donc, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce point-là, par rapport justement à la reconnaissance, concevoir une reconnaissance institutionnelle. Comment, selon vous, pourrait-on, on va dire, imaginer une planification qui valorise à la fois les savoir-faire locaux, les logiques d'auto-organisation, tout en évitant, on va dire, une normalisation. D'accord? Comment avoir cette reconnaissance tout en tenant compte de toutes ces spécificités ou bien de tout ce savoir. Deuxième point, c'est, voilà, votre méthodologie, ça nous offre vraiment un cadre qui permet de dire Canvier comme un écosystème complexe. Ça met en évidence, on peut lire et voir tous ces cycles adaptatifs. Mais encore là, j'ai une question qui me vient à l'esprit, ça concerne le rapport, ou bien laissez-moi plutôt dire l'apport de votre cadre méthodologique par rapport à la question de la planification urbaine. Je m'explique. Est-ce que vous pensez que votre cadre méthodologique puisse à un moment donné servir, on va dire, à identifier des moments de rupture? C'est-à-dire, à plusieurs reprises, vous parlez de cycle adaptatif. Un cycle adaptatif, c'est qu'il y a des moments de rupture, de libération avant de passer à une organisation. Est-ce qu'on peut utiliser votre cadre méthodologique, on va dire, pour voir repérer des limites à ne pas franchir? D'accord? Comme dire, on va dire, des vannes sur lesquelles on doit agir pour contrôler la croissance. Et puis, ces limites-là, est-ce qu'on ne doit pas les dépasser? Quel est votre avis, hein, enfin votre opinion par rapport à ça? Vous avez étudié Canvier. Est-ce que c'est des limites barrières à ne pas franchir? Ou bien au contraire, on doit les dépasser pour aller vers l'innovation? D'accord? Donc quel est votre positionnement par rapport à ça? Enfin, en synthèse, est-ce que ces seuils-là, on doit les respecter pour éviter un effondrement, ou au contraire, on doit plutôt les considérer comme, on va dire, des fenêtres d'opportunité? D'accord? Peut-être un tout dernier point méthodologique, ça concerne l'adaptation et la validité des indicateurs que vous avez mobilisés tout au long de votre travail, qu'il s'agisse d'indicateurs typomorphologiques ou encore indicateurs de vulnérabilité.
Vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre travail un effort d'adaptation au contexte, et je pense que cela mérite d'être un peu plus précisé. Enfin, je vais donner peut-être un petit exemple pour que je puisse mieux illustrer mes propos, d'accord? Je vais prendre une partie où vous parlez des vulnérabilités sociales, d'accord? Vous évoquez des difficultés, d'ailleurs vous l'aviez très bien, vous l'aviez mentionné lors de votre présentation. Vous évoquez des difficultés de l'administration coloniale à un moment donné, on va dire, à gérer la cité en raison d'une méconnaissance du territoire, d'accord? Mais là, je me dis, c'est un peu plus une question de perspective. Est-ce que les populations locales ont été interrogées pour dire, est-ce que c'est cette difficulté à avoir accès à ce territoire, est-ce que finalement c'est une vulnérabilité pour qui? Peut-être pour les populations locales, c'était un peu plus un moyen de résistance. Donc, est-ce que pour vos indicateurs, vous avez interrogé des populations locales ou encore des experts? Au-delà de cet exemple-là, la question, on va dire, plus générale, ça concerne, on va dire, la validité scientifique des indicateurs. Est-ce qu'ils ont été soumis à un processus de validation par des experts? Est-ce qu'il y a eu une mise à l'épreuve empirique sur terrain avant d'être intégré dans la grille finale que vous avez utilisée? Et en d'autres termes, quels sont les dispositifs de vérification que vous avez, on va dire, utilisés pour garantir la pertinence, la fiabilité des indicateurs que vous nous proposez aujourd'hui? Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Et voilà, merci Monsieur le Président. Ouais, enfin, si jamais vous avez des questions. Ah non, mais tout après, Okay. on passe question par question. Okay, Donc, Fémi, merci de l'intervention qui cadre bien aussi la totalité de l'appel. On comprend qu'il y a 3 questions aussi à la fin et après, de toute façon, il va y avoir d'autres questions qui vont venir des autres membres. Donc, la parole est à toi. C'est vraiment la même chose. C'est un plaisir pour moi d'avoir pris connaissance de vos commentaires, de vos apports aussi. C'est vraiment intéressant, j'ai adoré. Je vais essayer de synthétiser les questions. Sinon, vous me demandez. Alors, si je résume, c'est que la première question, c'est de savoir est-ce qu'il faudrait chercher à intégrer un cadre plus formel, genre chercher à formaliser au niveau de la planification, un milieu justement comme Gambier, en tenant compte de toute sa spécificité. Selon moi, tout dépend du mot planification. S'il s'agit d'une planification un peu similaire à celle de ce que Le Corbusier nous propose, je dirais non. C'est pour ça qu'au niveau de la thèse, dans le chapitre 3, nous avions soulevé la question de la doctrine des Siam versus les milieux auto-vernaculaires. Et nous avons soulevé que les milieux vernaculaires, en fait, ils ont leur propre mode de fonctionnement, un peu comme des organismes vivants. Il n'y a pas vraiment une personne qui est en amont qui pense la planification. La planification, elle va découler des règles sociales mises en place par les populations elles-mêmes et le respect de ces règles-là par rapport à la gestion des ressources, la proportion de l'espace, le fait de répartir les propriétés et ainsi de suite. Cette question-là aussi nous ramène à notre mémoire d'urbanisme il y a 6 ans ou 7 ans, où nous avions tenté de proposer un premier plan d'urbanisme. Nous avons nommé ce projet-là Contribution au développement local. Et nous avions été complètement déçus parce que nous avions tenté de prendre le cadre de l'organisation socio-spatiale que je vous ai tantôt montré et d'essayer de le faire affirmer comme finalement une manière de planifier l'espace, mais pas en mettant en place comme des personnes qui vont dicter des règles, mais en acceptant que la population elle-même prenne ce cadre-là et qu'on le valide comme un cadre formel, que la reconnaissance ne vienne pas de l'interne, que ce soit l'international qui reconnaisse que cette façon qu'ils ont de vivre, de produire l'espace, est une façon formelle à elle de fonctionner. Et donc c'était donc une approche bottom-up, du bas vers le haut, et qui surtout devait prendre en compte 2 aspects. Que l'État béninois accepte que le lac ne sera pas finalement un lac comme les autres, et que c'est le milieu, la cité est plus vieille, que l'État donc il doit mettre en place, il doit modifier son cadre juridique pour leur offrir une certaine autonomie qui va formaliser leur manière à eux de pérenniser leur espace. Et surtout, ne pas intervenir dans l'espace en essayant de mettre en place justement des moyens d'aménagement, comme on a vu tantôt, avec des puits en bois, où on a essayé en fait de tracer des routes sur l'eau, ce qui est bizarre, mais qui peut s'expliquer parce que les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là sont justement des urbanistes, des planificateurs. J'en ai discuté avec un en 2017, un Français,
qui n'arrivait pas, il nous l'avait dit à l'époque, qui n'arrivait pas à comprendre le milieu. Il n'arrivait pas, en fait, on lui a donné le mandat d'aménager la cité, d'améliorer les conditions de vie. Et donc pour lui, ça passait par ce qu'il faisait de façon naturelle. C'était un aménagiste de montagne. Donc du coup, il voulait tracer les voies, mais il n'arrivait pas à accepter que la population a su développer une science qui est propre à elle-même, qui est propre au milieu. Il faut juste comme déposer sa veste, retourner à leur école, accepter ce qu'elles ont su développer et qu'il faut orienter les lois juridiques de la République du Bénin pour formaliser cela. Donc c'est ce que moi je pourrais vous répondre. Et donc toutes ces spécificités font en sorte que finalement le milieu autoconstruit ne peut pas aussi être vu comme un milieu, le mot m'échappe, parce qu'il n'y a pas de règles. Informel? Non, Anarchique. anarchique. C'est non plus un milieu anarchique parce que il y a un roi, il y a une section de roi, le roi avait une cour. La cour était organisée, chacun avait un rôle qui devait superviser comment l'espace était produit. Donc il y avait des règles en place. Et elles ont perduré, mais jusque cette fois-ci, dès qu'elles veulent être rentrées dans le côté normatif, tout de suite il y a la République du Bénin qui apparaît pour dire mais finalement tout le territoire est la République du Bénin, vous ne pouvez pas être un cas spécifique. Donc cela amène aussi la question de l'autonomie des différentes communautés un peu partout dans le monde qui sont spéciales et qui sont obligées d'être incorporées dans des grands ensembles qui vont parfois les obliger à marcher sur un cadre soi-disant régional ou international sans tenir compte de leurs relatives spécificités locales. C'est ce que je pourrais dire. Donc vraiment qu'il y ait une prise en compte, une acceptation définitive, bottom-up, que l'organisation socio-spatiale en cours et son évolution dans le temps est une forme d'organisation qui va permettre la production de l'espace et son contrôle, et non tenter de faire venir des règles de planification depuis le haut, sans comprendre comment est-ce que la cité est passée de cycle en cycle. Peut-être c'est tout simplement aller vers une planification participative, c'est vraiment ça. Malheureusement, toutes les fois qu'ils ont tenté de faire ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, le pouvoir public en sont le dernier mot. Dans la vidéo, j'aurais peut-être dû vous le montrer. Vous avez remarqué vers la fin, il y avait comme 5 bâtiments qui se faisaient face en dehors à peu près de la cité. Ça, c'est l'État béninois qui tente de construire son propre habitat palafite. Ouais. Il va essayer de le faire, pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils vont muséifier la cité. Il faut que la cité reste un habitat palafite pour attirer des touristes. Si la population commence à mettre en place du béton pour pouvoir s'adapter, parce qu'il y a la réalité, parce que le matériau exogène, c'est ce qui est le plus disponible, le plus moins cher, pour eux, c'est comme, ah, mais là, la cité, elle perd son authenticité comme initiale de milieu comme authentique, et donc du coup, les touristes ne viendront plus. Donc, malheureusement, on veut tellement muséifier le milieu, on ne veut pas accepter 300 ans d'évolution, et une évolution qui va continuer. Les populations du Gambier, elles connaissent la notion de patrimoine, mais elles ne vont pas le connaître au niveau du cadre bâti. Le cadre bâti, c'est si l'eau change de rythme, si l'eau change de forme, s'il faut même faire venir des pieux volants, les aliens les apportent, ils vont le prendre. Ils ne sont pas des logiques de non, on a été par la fuite aujourd'hui, il faut garder. Non, ils ne sont pas dans ça. Mais par contre, le volet patrimonial il va s'orienter sur les rites, sur les règles, sur les manières de faire des cérémonies, les manières des divinités locales, une autre façon, sur le mode de vie social. Mais le spatial ne sera pas vraiment vu comme un élément à figer, parce qu'on est sur un substrat qui n'est pas la terre ferme, qui est souvent qui a l'air parfois comme constante, mais on est sur un lac. Et le lac, il change tout le temps de variation, tout le temps. L'eau monte, il y a des crues, des décrues, ainsi de suite. Donc, elles ont su vraiment approprier le milieu jusqu'à un degré extrêmement profond. C'est pour ça que nous avons parlé du cadre physico-spatial quelque part dans la thèse, pour montrer que, au-delà même de dire qu'il faut tenir compte de l'espace, des ressources et tout ça, il faut tenir compte du caractère chimique, même du substrat sur lequel repose la cité. Et donc, pour les gens qui habitent là pendant 300 ans, vouloir comme figer un objet sur un substrat qui est tout le temps en train de varier, ça n'a pas de sens dans leur logique. Du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à chaque fois on pousse, il y a ces repères qui sont poussés à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné ce risque d'effondrement? Mais là, la manière dont vous présentez les choses, c'est que c'est à chaque fois qu'il y a des vulnérabilités ou un changement, c'est plutôt des repères dynamiques. On s'adapte à ça. C'est ça. Et en fait, souvent, bon, ma compréhension, c'est qu'à chaque fois qu'il y a failli avoir un seuil de basculement, elles ont migré. Les populations ont migré. Elles ont migré sur le. Je vais remonter plus haut.
formé pas mal de sous-habitats tout le long du pourtour sud du lac Inokwe, ce que la ville de Cotonou va baptiser les habitats informels. Parce qu'ils n'étant pas représentatifs de ce qu'on voit souvent comme, de ce qu'on va s'observer comme dans la partie substrat physique. Et si plus on va vers le nord de Cotonou, plus l'habitat va ressembler beaucoup à l'habitat paraphysique sur pilotis. On va aussi observer comme des installations ici, au niveau des Agégués, au niveau de Porto Novo, là, et plus loin de Makoko. Donc à chaque fois il va y avoir bascule entre la capacité de l'espace à fournir des ressources halieutiques versus la quantité de population qui est là. Les populations, elles arrivent, ça, c'est pour ça que j'aimerais continuer cette recherche. J'aimerais comprendre en fait jusqu'à quel moment la migration devient une stratégie d'adaptation pour, comme lorsqu'elle quitte le milieu, il y a un rééquilibre entre la quantité de population sur place versus les ressources en place. C'est une question que malheureusement je n'ai pas pu trouver de réponse, mais j'espère que oui, ça serait vraiment très intéressant de revenir sur ça. Maintenant, autre aspect, les populations qui ont quitté, qui sont allées à Makoko, n'étant pas en République du Bénin, elles n'ont pas pu poursuivre cette dynamique de dire que ok, nous on est ici à Makoko, on a atteint cet effectif, on va se déplacer. Les autorités nigérianes ont complètement verrouillé, les ont verrouillé dans cet espace-là, les ont déclaré comme dans le titre de bidonville lacustre, on a tapé Makoko sur Internet, vous verrez, et ne les ont pas permis de s'étaler. Et donc malheureusement ça montre que si je prends le cas de Makoko, s'il n'y avait pas la migration comme stratégie d'adaptation pour justement éviter la rupture et le seuil comme vous me le demandez, je pense qu'on serait arrivé peut-être à quelque chose comme similaire, où le niveau de vie a complètement chuté, puisque les ressources en place n'ont pas suivi. Alors, je passe sur la deuxième question. Vous m'avez demandé quelles sont les limites barrières à ne pas franchir ou les fenêtres d'opportunité, je ne sais pas si par rapport à l'approche méthodologique. Oui, franchement, là, on vient de le discuter, hein, c'est par rapport à votre cadre méthodologique. À quel moment est-ce que ces repères-là, on doit les prendre comme uniques? Mais vous avez parlé de, on va dire, l'immigration comme solution à chaque fois pour puiser dans. Donc là, on a abordé. Et en fait, votre dernière question porte sur les indicateurs, la variété des indicateurs scientifiques. Je commencerai d'abord par m'excuser, parce que dans la thèse, tel que j'ai écrit la partie sur les indicateurs, je n'ai pas été assez clair. Ce qui fait que ça porte au doute. Mais pour vous répondre, je vais d'abord revenir sur cette image-ci. Celle-ci. Dans la thèse, si l'adaptation est vue comme un phénomène social et un processus, alors pour nous, la résilience, c'est un attribut systémique. On ne peut pas être vu simultanément comme étant un phénomène. Alors, qu'est-ce que ça amène comme élément de demande? C'est que si la résilience est un attribut systémique, il ne peut pas y avoir d'indicateur, puisque ça va varier d'une personne à une autre, ça va varier d'une communauté à une autre, d'un groupe culturel à un autre. Et là, on va rentrer dans un truc qui sera impossible à gérer. Et ça, vraiment, je remercie le professeur Dominique, parce que c'est lui qui m'avait aidé. Maintenant, alors, pourquoi nous avons gardé les indicateurs? Je voulais éviter d'être un charlatan, parce qu'il fallait écrire des questions. Il fallait qu'on écrive des questions d'entretien semi-dirigé. Je me suis dit, si j'écris ces questions-là en me basant sur rien de scientifique, c'est un peu comme si ce serait un peu trop subjectif. Donc je me suis dit, je vais relever les indicateurs de vulnérabilité socio-écologique et je vais les utiliser comme élément d'influence de mes questions. Donc c'est pour ça que si vous regardez les questions de l'entretien, certaines vont toucher certains indicateurs de par la nature de la question, mais d'autres vont comprendre plusieurs indicateurs, mais juste de façon descriptive, pas pour... Il n'y avait pas l'objectif de prendre des informations quantitatives sur des indicateurs pour confirmer, non. C'était juste pour orienter la forme des questions. Maintenant, est-ce que ça a marché? En fait, il y a eu 50% de réussite et 50% d'échecs. 50% d'échecs s'explique parce que finalement, en ayant pris ces indicateurs-là pour faire des questions, notre équipe sur le terrain, n'étant pas habituée à toutes ces notions-là, tout ça, elle pose des questions à la population. D'abord, on parle du français au TOEFL, dans un premier temps. Et là, la population, on lui dit, est-ce que les vulnérabilités socio-écologiques de votre habitat, il fallait simplifier. C'est ça. Elles étaient comme elles ont bon. Les 33 fiches que j'ai retenues sont finalement celles qui ont pu nous donner des éléments, des indicatifs, des indicateurs pour orienter les réponses. Mais au fond, non, ce n'était pas une bonne démarche. Si nous devions comme revenir derrière, nous
peut-être nous aurons peut-être dû aller dans le volet subjectif tout court et en posant des questions un peu plus directes, en tenant compte surtout de qu'est-ce que ça signifie dans la langue du dauphin. Et ça, il y a plein d'entretiens comme ça qui sont arrêtés au bout de 2 minutes parce que après 3 questions, on demande, c'était comme, c'est ça. Ouais. Donc voilà ce que je peux répondre pour les indicateurs. Donc finalement, elles n'ont pas été utilisées pour quantifier. Ouais. Elles ont été utilisées juste pour nous aider à orienter. C'est un peu pour le guide d'entretien. C'est ça, c'est ça.